Voilà, alors nous entamons la deuxième partie de notre émission, la déconstruction. Comme je vous ai annoncé, nous allons parler une nouvelle fois de l'explosion des violences dans la société et des moyens de la comprendre. Alors pourquoi nous revenons sur cette question? C'est qu'il y a une accélération des cas dans tous les domaines, et notamment cette semaine, nous avons eu, chez nous, mais aussi il y a eu cela en France et ailleurs, des violences commises par des élèves contre leurs professeurs, ou une jeune qui a son couteau collégienne pour attaquer son enseignante qui avait pris son portable. On a des parents d'élèves qui vont agresser des enseignants. De haut niveau scolaire, nous avons les faits divers sanglants. Cette semaine, c'est poursuivi le procès de Monique Olivier, la femme de tueur en série, qui révèle toutes ces atrocités. Mais il y a également des fusillades au niveau international qui continuent dans les lycées, dans les établissements privés, etc. Tout ça, il y a véritablement un désarroi social qui explique l'accroissement des faits de violence individuelle ou de masse. On a donné la semaine dernière les chiffres des violences domestiques, des assassinats. Il y a ce fait scabreux qu'on a eu cette semaine en France, une jeune fille violée qui a porté plainte, et les agresseurs la roue de cou, la torture parce qu'elle a osé porter plainte. Mais enfin, le problème c'est, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, comme certaines religions disent, les derniers temps finis? Qu'est-ce qui explique ce débordement de violence? Je vais reprendre des éléments que j'avais fait dans l'émission, la première émission. Il nous faut vraiment avoir une vision scientifique, dépassionnée, débarrassée des jugements moraux, des endoctrinements idéologiques, pour pouvoir comprendre ce qui se passe et trouver des voies pour pacifier la société. Si on n'a pas compris ça, ça ira de mal en pis. Alors, comprendre cela, c'est la première nécessité, c'est de savoir que tout être humain, sans exception, hommes, femmes, enfants, tous, sont soumis aux lois de la physiologie. Ça veut dire que nous tous, sans exception, nous avons des hormones qui nous poussent à agir. L'hormone qui développe l'agressivité, elle est nécessaire à tout être humain. C'est elle qui permettait aux gens de se défendre contre toutes les agressions de la nature, les bêtes féroces, etc. C'est une nécessité. L'hormone qui pousse à avoir des activités sexuelles, c'est une hormone indispensable à la vie, puisqu'elle peut garantir le renouvellement des espèces. Quand elle est débridée, quand on a un comportement animal, ça pousse à toutes les atrocités, toutes les violences dont nous avons parlé. Ça a toujours existé, ces violences. Mais elles étaient plus ou moins réduites suivant la société dans laquelle elles se produisaient. En règle générale, dans les sociétés pré-occidentales, dans les communautés africaines, amérindiennes, même en Asie, la cohésion sociale était tellement forte que ces agressions, ces délires-là étaient en nombre limité. Et la société savait gérer. Je rappelle qu'en Martinique, les Kalinago qui occupaient la Wanakira à l'époque, ben, ils avaient une règle: quand il y avait quelqu'un qui tuait une autre personne du clan, la personne était expulsée de la société. Vous n'aviez plus le droit d'avoir aucun contact avec quiconque. C'était la punition. Et puis si vous récidiviez, à ce moment-là, on vous donnait un coup de boutou dans la tête. Chaque société a ses règles. Mais les règles permettent de canaliser les pulsions dont nous avons parlé. Et sur les millénaires, chaque société met des règles pour
évacuer les violences pour contenir les besoins sexuels, etc. Par exemple, dans toutes les sociétés où il y avait des phases d'initiation, ici, partout. Ça veut dire, l'enfant, tant qu'il était considéré comme enfant, il était à part, il était sous la charge de tout le monde, et il était inconcevable qu'il y ait un mélange entre adultes et enfants. Il y avait des rites d'initiation qui correspondaient à l'âge où on passait à la puberté. Ça garantissait le respect. Quand les Occidentaux sont arrivés, ils ont brisé toutes les traditions qui assuraient l'harmonie des sociétés. Et quelle force ces civilisations avaient pour pouvoir perdurer malgré la colonisation jusqu'à aujourd'hui en Afrique ou ailleurs. Mais n'empêche que ces sociétés-là ont été déstructurées parce que les traditions qui garantissaient la gestion des crises, par exemple quand il y avait des conflits entre personnes de la tribu, le rôle du conseil des sages, tout ça là, ils ont détruit ça. Et ils ont imposé une autorité basée sur d'autres valeurs. Alors, l'encadrement social ne joue plus par rapport aux pulsions physiologiques dont nous avons parlé. Alors, surtout chez nous, quand nous sommes un peuple où il y a des ancêtres esclavagisés, à qui on avait volé l'humanité, à qui on avait interdit le droit de famille, le droit d'être avec leur femme, leur épouse, etc. Non, c'était le droit de cuissage du maître, etc. C'était les tortures, le refus d'apprendre son histoire, etc., etc. Donc, c'est ça qui a produit la violence dans les pays colonisés, mais également, nous parlons assez souvent, le syndrome de Lynch qui fait qu'on est toujours divisé, qu'on s'autodénigre, etc. Donc, les normes sociales qui garantissaient la lutte contre la violence ont été cassées par la civilisation occidentale. Et non seulement ils ont imposé une idéologie qui déstructure par son inadéquation, mais en plus, ce qu'ils proposent conduit à la violence, génère la violence. Le culte de l'individualisme qui est lié à la société bourgeoise, le culte de la compétition, ça déstructure toute possibilité de travailler collectivement et ça insuffle la violence dans les organismes. Il faut écraser l'autre pour gagner. C'est la compétition. Et le succès ne peut être qu'individuel, il ne peut pas être collectif. Il faut devenir un chef d'entreprise efficace et avoir des médailles pour cela. Il ne faut surtout pas, quand vous faites une entreprise, dire, bon, je fais une entreprise agricole pour nourrir sainement la population, pour que tout le monde ait à manger, pour que nous ayons des réserves quand il y a catastrophe, comme les greniers dans les villages. Non, il faut que je me sorte un chiffre d'affaires important. Le reste, balayons ça. Qu'est-ce que ça peut produire autre que la violence, que la méfiance entre les gens? Et c'est ce qui est inculqué basiquement par l'idéologie bourgeoise. Mais il y a pire. Aujourd'hui, les gouvernements occidentaux qui avaient quand même un certain nombre de lois, qui imposaient une dictature pyramidale, le seigneur a été remplacé par le patron d'entreprise, bon, le prêtre, en fait, tous ceux qui étaient au sommet de la hiérarchie, leur parole était parole d'évangile, et les répressions, si on ne respectait pas leur parole, étaient violentes. Vous savez que le maître avait le droit de battre, que le curé, bon. C'est cette conception pyramidale-là qui faisait que malgré les déséquilibres, les violences étaient contenues. C'était un fait divers qui faisait l'unanimité des intérêts quand on avait pris un tueur en série. Mais les directions nationales qui assuraient un ordre, même s'il était injuste, ont volé en éclats. Parce que tous les gouvernements capitalistes sont aujourd'hui
des agents des multinationales qui sont au-dessus de toutes les frontières et qui mettent la question de la recherche du profit au-dessus de tout. C'est pas compétition, c'est pas compétitivité, c'est écraser tout le reste. Elles détiennent les entreprises, elles détiennent les moyens de communication, les télés, les chaînes, ce sont les mêmes personnes. Et les dirigeants des différents pays, ce sont des milliardaires qui ont et maille à partir avec tout, pas maille à partir, qui sont intégrés aux multinationales. Regardez le nombre de milliardaires qui possèdent toutes les chaînes de télé, Berlusconi, Trump, etc. Donc, il n'y a plus de gouvernement national. Il y a le gouvernement des multinationales. Alors, qu'est-ce que ces gens-là font avec les moyens dont ils disposent? Ils vont déstabiliser l'esprit de tous les individus sans exception. Dès 3 ans, des enfants ont des jeux vidéo à la main. L'essentiel du contenu des jeux vidéo que les enfants ont depuis 3 ans jusqu'à l'adolescence, c'est des guerres, c'est tuer. Avec parfois des jeux vidéo qui ont été diffusés en Martinique, que des élèves de 5e ont eu entre leurs mains. Le jeu consistait à tuer le plus d'Haïtiens possible à Miami, ou à défendre un stock de drogue contre les policiers. 2 de mes élèves, dans une classe de 5e, m'ont dit, voilà, c'est mis interdit aux mineurs, mais il n'y en a plus, Donc, les jeux vidéo qui préparent à la violence. Le plus grave, je l'ai déjà dit, mais il faut le répéter, le ressasser et le dire autour de vous. Quand un jeune ici prend un couteau et puis tue un autre jeune avec qui il était camarade, son subconscient ne sait pas la gravité de ce qu'il fait. Parce que les jeux vidéo incrustent dans l'inconscient que la mort n'est pas fatale, n'est pas définitive. Regardez tous les jeux vidéo. Il y a des combats avec des armes puissantes qui ne prennent jamais fin. Parce que quand je tue l'autre, je prends sa force, donc je me grandis, mon estime de soi, même si elle est illusoire, est satisfaite. Mais comme l'autre renaît toujours dans tous les combats vidéo, et le combat continue, ça veut dire que je peux le tuer. C'est pas une décision consciente, mais c'est l'imaginaire, c'est le subconscient qui agit là. Ce qui veut dire que les multinationales qui propagent ces jeux vidéo partout sont principalement responsables du dérèglement mental qui fait qu'on tue des gens comme des poules aujourd'hui. La question de la violence et de la mort ne sont plus gérées par la règle sociale, par l'harmonie sociale, l'éducation, qui, soit dit en passant, est piétinée à travers les services publics et à travers le contenu, même quand il s'agit d'écoles privées où des gens riches sont là. Il y a un conditionnement pour accepter l'idéologie répandue par les multinationales. Alors, autre aggravation, on a dit le rôle des multinationales qui font passer leur idéologie, mais il y a les pouvoirs politiques au service des multinationales occidentales qui font un travail conscient de propagande pour désigner des cibles, des boucs émissaires, pour attiser les violences entre groupes. Je prends l'exemple du terrorisme et de l'atteinte à la laïcité qui occupe toutes les actualités. Récemment, on a condamné des jeunes collégiens pour participation à actions terroristes, à groupes terroristes. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a commis une action barbare contre un enseignant est venu leur dire, hey, c'est qui Samuel Paty? Si vous me le montrez, je vous donne de l'argent. Le petit qui fait ça, c'est un bonhomme sans principe, délinquant, tout ce qu'on veut. Il prend l'argent, il appelle d'autres camarades, on surveille. Est-ce qu'il a idée qu'il participe à une organisation terroriste qui a pour but de couper la tête de Samuel Paty? Ça n'a rien à voir, c'est un petit délinquant, mal éduqué, mal appris, tout ce qu'on veut. Ce même petit garçon-là aurait été dans sa cité, et puis les trafiquants de drogue lui disent,
je te donne 2000 euros. Dis-moi quand les policiers arrivent pour que je me cache, il va prendre. Donc, quand on dit que cette affaire-là, c'est une affaire de laïcité, de lutte contre l'islamophobie et le terrorisme, c'est de la propagande, c'est de l'intoxication, c'est de la désinformation. Et puis, quand on parle de terrorisme, on associe ça systématiquement à l'islam. C'est les islamistes. Il n'y a de terroristes dans le monde que les islamistes, que ceux qui sont musulmans. C'est un mensonge. Il y a des terroristes dans toutes les religions. Les juifs sionistes qui massacrent un peuple entier sont des terroristes. Pire que les nazis, ou égal aux nazis pour ne pas être outrancier. Netanyahou, c'est un terroriste. Et il est juif. Ça ne veut pas dire que la religion juive est terroriste. Je ne vais pas dire chaque fois Netanyahou, le juifiste terroriste, comme on le dit pour l'islam. Il y a des juifs qui se battent contre Netanyahou et contre le terrorisme. On n'a pas le droit d'associer l'islam à, ou en mettant un petit is derrière l'islamisme au mot terroriste. Il y a des bouddhistes, religion de la paix, zénitude, etc., qui sont des terroristes qui massacrent, violent, incendient les villages des Rohingyas. Il y a des terroristes chrétiens, il y a des terroristes juifs, il y a des terroristes. Les terroristes qui ont massacré les Palestiniens à Sabra et Shatila, c'était des chrétiens. Alors, j'insiste sur cela parce que l'Occident désigne des boucs émissaires, donc on va se battre contre les musulmans, on ne va pas soutenir les Palestiniens parce que les Palestiniens ont mis des bombes, etc. C'est ça qui conduit la violence. Parce que, prenez bien cet exemple d'Israël qui tue la population palestinienne. Elle va tuer 20 000 encore, ça fera 40 000 avec son agression contre Gaza. Mais il y a 2 millions de Gazaouis. Quand elle aura tué ces 40 000 personnes-là, le 1 960 000 qu'il reste là, il n'y a pas qu'à y mettre bombe en commun. Et puis on va dire que c'est des terroristes. Quand il a vu qu'on a tué des ambulanciers, des chrétiens dans une église, des écoles de l'ONU, des hôpitaux, alors vous allez dire, ah non, c'est des terroristes, ils n'auraient pas dû faire ça. Mais non, ils perdent tout repère parce que la communauté internationale soutient les terroristes. Ça fait 75 ans qu'ils luttent. On se moque d'eux, on ne leur donne pas leur état. Il y aura de la violence. Mais la propagande occidentale nous désigne des boucs émissaires pour nous empêcher de voir le problème de fond. Il y a des fausses réponses et la loi a compris dans ça. Et ça, je voudrais vraiment que chacun s'en persuade. Il faut faire des recherches en matière de psychologie, de sociologie. Il faut réfléchir, il faut s'informer, demander à des gens scientifiques honnêtes. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que tous les actes de violence, de transgression, ils ont les mêmes fondements. On a parlé de l'histoire de physiologie, on a parlé du rôle de ce qu'on leur met dans la tête, qui produit des déséquilibres mentaux. Quand la personne est déséquilibrée mentale, elle va se laisser manipuler par un gourou, par un chef qui disons, Ben Laden. Mais Ben Laden, c'est un riche qui est en relation avec les riches d'Arabie Saoudite qui travaillait pour la CIA. Il ne va jamais mettre une bombe autour de lui pour aller sauter dans un marché. Le déséquilibré mental est manipulé par ce monsieur. Quand ce monsieur-là ne sert plus à l'Occident, là, il n'y a pas de problème. Mais le déséquilibré mental, il rejette son agression sur ce qu'on lui a désigné contre son ennemi. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, que tous les actes, toutes les transgressions relèvent de désarroi mentaux et plus de déséquilibre mentaux. D'ailleurs, il y a des étapes du développement humain
qui sont favorables, ou des conditions dans lesquelles on vit, qui sont favorables à l'explosion de la violence. Je prends l'exemple des adolescents. La science psychologique explique que dès qu'on laisse le stade de l'enfance, on passe par l'adolescence pour aller vers le stade d'adulte. Dans la période d'adolescence, le corps subit des modifications physiologiques très profondes. On a des retombées sur la façon de penser, d'agir, le sentiment de révolte, de mal-être en soi. On voit que son corps change, les filles voient que leur sein pousse, etc. Il y a le phénomène des menstruations, tout ça. Ce sont des situations qui dérèglent psychologiquement. Quand on est dans un milieu favorable, aimé, aidé, conseillé, bon, on fait sa révolte, hein. Toute jeune qui a fait révolte. Mais on est encadré et on arrive à faire un parcours positif. Mais quand on est dans des situations difficiles, des parents au chômage, alcooliques, caïds, etc., ou bien quand on est harcelé à cause des visions qu'on a de l'être humain, de son physique, etc., eh bien, à la période de l'adolescence, on peut dériver. Comment s'exprime la révolte de l'adolescent? C'est en prenant des positions qui sont rejetées par sa famille, par les anciens, les adultes ou la société. Tous les adolescents, à toutes les époques, vont s'opposer à ce qu'on dit qui est bien qu'on doit faire. C'est comme ça qu'ils forgent leur identité individuelle. Alors, s'ils trouvent des gourous qui leur disent l'Occident c'est des scélérats, c'est eux qui tuent tous les bébés palestiniens, ben c'est là qu'il va. S'il voit que c'est, la télé montre que si je défie les gendarmes pour avoir du stock de drogue et puis les gendarmes, mais si je fais un coup de prison, il va prendre une voie de délinquance. C'est ça. Toutes les révoltes s'appuient sur des conditions et s'il n'y a pas une société juste qui éduque, eh bien, ça va déboucher sur des choses absolument barbares, les obsédés sexuels et tout ça. Vous croyez que les phénomènes de pédophilie, de viol vont cesser alors que tous les pays occidentaux, sans exception, déversent des chaînes pornographiques qui inculquent la violence sur les femmes, qui montrent qu'on est quelqu'un de bien épanoui quand on a fait toutes les orgies possibles, des jeux vidéo salacieux, tous les enfants peuvent accéder à cela. Vous croyez que le problème des agressions sexuelles va cesser? Non. C'est le système occidental, la civilisation occidentale qui détruit l'humanité. Et c'est ce qu'on doit comprendre en dépassant le jugement moral qu'on va émettre sur celui qui a commis le crime. J'insiste pour dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les châtier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les châtier. Il faut protéger la société. Donc tout criminel doit être puni. Et j'ose une comparaison parce que je le pense sincèrement. Le criminel qui tue pour des raisons de délinquance doit être jugé exactement comme le criminel qui décide d'empoisonner une population en obligeant des malheureuses à mettre un produit qu'ils savent meurtrier, si ou pas mettez ou pas ni travail. C'est aussi grave. C'est un crime terroriste aussi grave. Mon n'a pas ni moral, il doit être puni. Donc, je dis qu'il faut punir tous les criminels, mafieux, violeurs, tout empoisonneurs au même niveau, parce que tous sont des terroristes, tous atteintent à la sécurité de l'humanité. Alors, quand j'ai dit ça, ça veut dire que c'est un combat que nous avons à mener. Déjà, individuellement, il nous faut prendre conscience que, je laisse mon émotion m'emporter, je laisse mon éducation religieuse ou morale m'emporter, mais on me manipule dans cette affaire-là. Je dois comprendre ce qui nuit à la société et travailler à changer l'humanité. D'abord individuellement. Tout ce que je fais comme comportement violent, comportement irraisonné,
je ne dois pas m'auto-culpabiliser, je suis fini, bon Dieu qu'a fini, mais je dois dire, c'est le résultat de tout ce que j'ai compris. Je dois avoir un protocole pour m'amender. C'est pas facile. Celui qui dit je vais arrêter de fumer la cigarette parce que je sais que ça me donne du cancer, il arrête chaque fois qu'il a été sa cigarette et puis il reprend après. Il arrête 2 mois. Ceux qui arrivent à arrêter, c'est vraiment ceux qui ont été aidés, qui ont suivi un parcours pour s'en débarrasser. Et il faut attention à la rechute. Donc, en ce qui concerne les comportements violents de division, nous devons faire un parcours de soins, de transformation. Mais comme nous savons que nous ne pouvons pas le faire seuls, que c'est uniquement collectivement que nous pouvons régler ce problème-là, on doit s'impliquer dans toutes les actions alternatives d'éducation, de coopération, de lutte contre l'injustice, de lutte contre le sexisme, de lutte, etc. Ça demande d'être organisé. Donc, j'ai tenu à revenir sur cela pour dire que nous sommes dans une phase très, très, très difficile. Que les choses iront de mal en pis. Il n'y a pas de solution individuelle. Je ne vais pas arriver à protéger mes enfants, puisque quand ils sortent, ils ont accès à d'autres informations, et quand ils rentrent, ils ont la porte sur le net qui défait le travail que je fais. Donc, je ne vais pas avoir de solution. Et même si j'arrive à sauver mes enfants et moi, combien de gens vont venir défoncer chez moi? Combien de gens vont agresser ma fille quand elle sort de l'école, etc. Je n'en sais rien et ça ira. Donc, il faut avoir un sursaut collectif. Quand nous parlons de souveraineté de notre peuple, cela inclut le fait que nous portions des réponses aux questions sociales. On se bat contre le génocide par substitution, on se bat contre le changement climatique, on se bat contre les dangers de guerre, etc., etc. Mais on doit surtout se battre pour sauver notre âme, notre être humain, notre humanité, individuellement et collective. Et d'abord, c'est le premier point. Parce que si on n'a pas résolu cette question-là, on ne pourra pas s'organiser pour faire autre chose. Donc voilà le thème de déconstruction que je voulais aborder aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Alors, on va écouter notre indicatif, camarade, morceau d'origine haïtienne. On allait vacciner, notre